La plupart des gens parlent trop parce qu'ils craignent de ne pas être à la hauteur. Cette anxiété de remplir l'espace, d'impressionner, de prouver quelque chose, est la même qui finit par éloigner les autres et laisser une sensation de vide dans chaque conversation. Il y a un coût psychologique énorme à vivre, en fonction de ce que les autres pensent, à mesurer chaque mot pour s'intégrer ou se démarquer. La vérité est que, dans la vie réelle, ceux qui attirent le plus ne sont pas ceux qui remplissent l'air d'histoire, ni ceux qui essaient de convaincre tout le monde de leur intelligence. Ceux qui restent vraiment dans l'esprit des autres sont ceux qui savent écouter attentivement, ceux qui reconnaissent calmement leurs propres limites, ceux qui n'ont pas peur du silence, et ceux qui, quand ils parlent, le font sans fioriture ni masque. L'attractivité réelle n'est pas un masque que l'on met et enlève selon les convenances. C'est la conséquence d'une présence authentique, d'un esprit entraîné à être ici et maintenant, de quelqu'un qui ne négocie pas ses principes pour l'approbation des autres. Rien n'est plus attrayant que le calme sous pression. Et ce calme s'entraîne. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les fausses idées sur la façon de se connecter et d'être écouté. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de parler avec moins de poids, de filtrer l'inutile, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. 8 leçons stoïques pour que tu cesses de chercher à être intéressant et commences à être quelqu'un d'impossible à ignorer. 1. Écoute sans chercher à impressionner. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent simplement leur tour pour parler. C'est une vérité inconfortable que presque personne n'ose reconnaître. Ils n'écoutent pas parce qu'ils sont trop occupés à fabriquer une version améliorée d'eux-mêmes dans leur tête, un masque poli qu'ils veulent montrer au monde. Ils veulent impressionner, se démarquer, être reconnus comme les plus intéressants, les plus intelligents, les plus éloquents. Mais ce mécanisme, ce besoin de validation déguisé en conversation, est exactement ce qui te rend invisible. Quand tout ce que tu fais, c'est chercher la prochaine phrase ingénieuse, l'anecdote qui te fera briller ou l'opinion qui prouvera ta valeur supposée, tu te trahis sans t'en rendre compte. L'attraction réelle ne naît pas de l'exhibition, mais du vide que tu laisses, de l'espace que tu ouvres pour l'autre. Écouter sans le filtre de l'ego est un acte de rébellion contre un monde obsédé par les apparences. Il n'y a rien de plus évident et de moins admis que le fait que celui qui parle pour impressionner devient du bruit de fond. Les gens le ressentent. Ils détectent l'anxiété d'approbation, l'impatience de celui qui ne supporte pas le silence, le tremblement intérieur de celui qui a besoin de prouver quelque chose. Crois-tu vraiment que les autres ne le remarquent pas? L'insécurité ne se cache pas derrière de jolis mots. L'urgence d'être admiré est une fracture dans le caractère qui se remarque avant même que tu n'ouvres la bouche. Et là se trouve l'erreur que presque tout le monde commet. Ils confondent présence et protagonisme, pensant que pour être mémorisés, ils doivent remplir l'air de mots. Ils ne comprennent pas que le respect et l'attraction se gagnent, en grande partie, en étouffant le besoin d'être le centre et en ouvrant l'espace pour que l'autre existe vraiment. Tu n'es pas attirant pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu écoutes. Écouter, vraiment, sans le vice de chercher ton moment de gloire, est inconfortable au début. Cela va faire mal à ton orgueil, car tu devras renoncer au plaisir momentané de te démarquer. Mais c'est là que commence le véritable entraînement. C'est un muscle que la plupart des gens ne développent jamais, la capacité de maintenir l'attention sur l'autre sans la fragmenter par des pensées sur soi-même. Quand tu réussis cela, les gens le ressentent instantanément. Ils perçoivent une rareté qui les désarme, quelqu'un qui ne compète pas pour l'attention, mais qui l'offre comme un cadeau. Et à ce moment-là, tu cesses d'être un parmi tant d'autres. Tu deviens quelqu'un de mémorable justement parce que tu n'essaies pas de l'être. La paradoxe est brutale. Moins tu essaies d'impressionner, plus tu génères d'impact. Chaque fois que tu te surprends à anticiper ta réponse pendant que l'autre parle, arrête-toi. Observe cette anxiété. Prends conscience du mécanisme mental qui te pousse à te mettre au-dessus. Parce que ce n'est pas de la confiance, c'est une dette émotionnelle que tu traînes depuis des années. Le besoin de prouver que tu en vaux la peine parce qu'au fond, tu n'y crois pas tout à fait.
Tu dois briser ce cycle. Écouter sans chercher à impressionner est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin de fioritures, tu n'as pas à gagner chaque conversation. Ton silence peut être plus fort que n'importe quel argument. Si tu pratiques cette discipline, tu vas faire face au vide de ne pas être le protagoniste. Et, dans ce vide, tu vas découvrir que le respect authentique se construit lorsque tu renonces à l'acte et choisis la présence réelle. Ne te trompe plus, tant que tu cherches à impressionner, ton influence sera superficielle et ta connexion limitée. Écoute vraiment ou continue d'être irrélevant. C'est la décision. Posez des questions par curiosité réelle. Vous assistez à une réunion, peut-être de travail, peut-être sociale, et vous vous retrouvez entouré de gens qui échangent des phrases, des commentaires, des opinions rapides. Vous voyez quelqu'un raconter une histoire et les autres acquiescent poliment ou lancent leurs propres anecdotes sur le sujet, presque comme s'ils étaient en compétition pour voir qui a le récit le plus captivant. Vous aussi, vous vous surprenez à préparer mentalement votre prochaine intervention, même si vous ne savez même pas si ce qui se dit vous intéresse. Et soudain, vous vous rendez compte. Cela fait un moment que personne n'a posé de questions sincères, une qui ne soit pas juste une excuse pour se mettre en avant ou détourner l'attention sur soi-même. Le dialogue devient une somme de monologues entrecoupés de tours de parole, et la connexion réelle se perd. L'ambiance se remplit de mots, mais personne ne se sent vraiment vu. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des conversations aujourd'hui. Beaucoup parlent, peu posent des questions par un désir authentique de savoir. Si vous vous êtes déjà senti déconnecté au milieu d'une foule, le problème est presque toujours celui-ci. La curiosité réelle s'est éteinte sous des couches d'auto-affirmation et de peur. Nous posons des questions par obligation, polies, mais vides, ou nous les évitons complètement parce que nous avons peur de paraître ignorants ou vulnérables. Nous avons peur que la réponse nous sorte du script. Mais la vérité est qu'une question authentique est comme un scalpel qui traverse toute la surface sociale et atteint le noyau de l'autre personne. Ce n'est pas confortable, car cela vous oblige à renoncer au contrôle. Lorsque vous posez une vraie question, vous vous exposez à entendre quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Quelque chose qui peut changer votre perception ou même défier vos propres croyances. C'est pourquoi tant de gens fuient la curiosité profonde. Parce que cela implique de mettre de côté le masque de l'expert, d'accepter que vous n'avez pas toutes les réponses et que votre valeur ne dépend pas de tout savoir. La curiosité authentique est un acte d'humilité. Et l'humilité, dans un environnement obsédé par l'image, est une forme de rébellion. Prenez en charge ce mécanisme. Poser des questions par curiosité réelle exige de démonter plusieurs automatismes mentaux. La peur de paraître idiot, l'impulsion de rivaliser, le besoin de réaffirmation. Chaque fois que vous interagissez, vous avez le choix de poser des questions pour savoir ou de poser des questions pour impressionner. Ce sont deux chemins radicalement différents et la différence se ressent. Lorsque vous posez des questions par obligation, l'autre le perçoit en une fraction de seconde. Votre regard se détourne, votre corps se tend, votre attention se dilue. Mais lorsque vous posez des questions parce que vous voulez vraiment comprendre, votre présence devient magnétique. L'autre baisse sa garde. Une rareté apparaît dans l'air. Pendant un moment, les stratégies disparaissent et les deux se confrontent à la possibilité d'un véritable dialogue. La curiosité sincère crée un espace sûr où personne n'est obligé d'agir. Et c'est là que naît la véritable influence. Non pas dans le discours brillant, mais dans la capacité de s'intéresser réellement. Il n'y a pas de technique qui remplace l'honnêteté émotionnelle d'une question bien posée. Il ne s'agit pas de collectionner des phrases ingénieuses, mais de prendre le risque de poser une question qui vous tient à cœur, même si cela ne semble pas spectaculaire, même si cela vous rend vulnérable. Une question authentique vaut plus que 100 opinions forcées. La plupart des gens se sentent seuls, même en compagnie, parce que personne ne les interroge avec une réelle curiosité. Tout le monde attend que le sujet change ou que son histoire se termine rapidement. Brisez cette dynamique.
Cessez de craindre le silence qui suit une question profonde. Supportez le poids de l'attente, l'inconfort de ne pas avoir le contrôle, et permettez à l'autre d'exister au-delà de vos attentes. La curiosité sincère est une porte ouverte au respect. Il est facile de parler, ce qui est difficile, c'est de s'intéresser réellement. Mais si vous y parvenez, je vous garantis que vous cesserez d'être invisible et commencerez à tisser des connexions inoubliables. Au final, les gens se souviennent surtout de ceux qui ont su poser des questions. 3. Reconnaître avec humilité ce que tu ignores. Je vais le dire sans détour. Admettre que tu ne sais pas quelque chose fait plus mal qu'il n'y paraît. Il y a une résistance presque physique, une fierté qui se rebelle intérieurement chaque fois qu'une question te laisse sans réponse. Je l'ai ressenti de nombreuses fois, ce réflexe presque automatique d'improviser, de lancer une phrase générique ou de chercher à détourner l'attention pour éviter le vide inconfortable de l'ignorance. C'est humiliant, surtout si tu as construit ton image autour du contrôle, de la compétence, de l'apparence de sécurité. Reconnaître ce que tu ignores ressemble à lâcher le gouvernail et à t'exposer au jugement des autres, même si au fond de toi, tu sais que faire semblant n'aggrave que ta dette envers toi-même. Personne ne t'entraîne à supporter cet écart entre ce que tu parais et ce que tu sais réellement. Nous grandissons dans un environnement où admettre une lacune semble une confession de faiblesse. Mais c'est justement là que commence la véritable différence entre une présence gonflée et une qui laisse une empreinte. Si tu l'analyses froidement, la racine du problème réside dans le mécanisme mental qui associe le savoir à la valeur personnelle. Chaque conversation devient une sorte d'examen invisible. Sais-tu assez? Peux-tu apporter quelque chose de brillant? Vas-tu te retrouver à découvert? Et cette peur de rester sur le banc de touche alimente la tendance à donner son avis par inertie ou à déguiser l'ignorance avec des phrases vides. Cependant, plus tu t'efforces de cacher ce que tu ne sais pas, plus tu deviens fragile. C'est un investissement émotionnel qui ne rapporte que des intérêts négatifs. Être piégé dans le besoin d'avoir toujours une réponse est comme porter un poids inutile. Cela te rend moins agile, te fait paraître moins fiable et pire encore, t'éloigne des autres. L'honnêteté, en revanche, libère. Dire « je ne sais pas » n'est pas un renoncement à sa propre valeur, mais une déclaration d'humilité consciente. Reconnaître ton ignorance te rend plus crédible, pas moins. La conséquence pratique de nier ce que tu ignores est que tu stagnes. Celui qui ne se permet pas d'admettre un vide ne le remplit jamais. Celui qui s'accroche à l'apparence d'expert ne fait qu'approfondir la fracture interne entre ce qu'il désire être et ce qu'il est réellement. De plus, les autres perçoivent cette rigidité instantanément. Personne ne fait entièrement confiance à celui qui ne doute jamais, à celui qui n'admet jamais ne pas avoir la réponse parfaite. La sécurité artificielle est facile à détecter. Elle se remarque dans la hâte de donner son avis, dans l'évasion face à une question difficile, dans le nervosité qui apparaît à peine la possibilité d'être exposé. En revanche, lorsque tu es capable de soutenir le regard et de dire sans bouclier « je ne sais pas », tu montres une force qui ne dépend pas de fioritures. Tu deviens plus humain, plus accessible et paradoxalement plus respecté. Seul celui qui accepte ses limites peut les dépasser. La décision, alors, est stratégique. Tu peux continuer à défendre la façade, à investir de l'énergie à faire semblant d'avoir toutes les réponses, ou tu peux t'entraîner à tolérer ce microseconde d'inconfort brutal que cela implique de confesser ton ignorance. Ce microseconde est le filtre entre celui qui répète des formules et celui qui grandit vraiment. Chaque fois que tu choisis l'humilité plutôt que la performance, tu ouvres une porte à la confiance réelle. Les autres perçoivent qu'avec toi, ils peuvent baisser leur garde, que tu ne les jugeras pas pour ne pas savoir. Ainsi se génèrent des conversations profondes, des connexions qui ne dépendent pas de l'ego, mais de la recherche honnête de sens. Ce n'est pas confortable, mais c'est le seul chemin vers une influence authentique. Parce qu'à la fin, nous admirons tous celui qui a le courage de dire ce que beaucoup taisent. Je ne sais pas, mais je veux comprendre. Cela
plus que n'importe quelle réponse brillante, est ce qui te rend inoubliable. 4. Validez les émotions, sans juger ni conseiller. Un visage tendu devant vous, la mâchoire serrée à peine dissimulant la fatigue, les yeux esquivant les vôtres, comme s'il cherchait refuge en n'importe quel point de la pièce, sauf dans cet instant d'exposition. La voix hésite, se coupe, s'efforce de garder contenance tout en racontant une difficulté ou une blessure récente. Autour de vous, l'air devient dense, chargé de ces mots non dits qui flottent dans les gestes. Un doigt qui tambourine sur la table, une jambe qui bouge sous la chaise. Le silence contenu qui prévient qu'il y a ici quelque chose qui pèse plus que ce qu'il semble. C'est à ce moment que la plupart commettent la même erreur. Ils ressentent l'impulsion urgente de briser cet inconfort, de lancer un conseil rapide, d'offrir une explication, de chercher un soulagement immédiat et, surtout, de sortir indemne de la vulnérabilité de l'autre. Cependant, ce que l'autre a besoin, c'est que vous supportiez le poids de cette émotion sans fuir ni juger. Supporter le poids, ne pas le porter ni le disperser. Valider ce qu'il ressent et le faire sans le déguiser en solution, ni vous déguiser en héros. Vous pouvez remarquer le changement dans l'atmosphère quand quelqu'un le fait bien. Il n'y a pas de hâte à parler, juste une respiration plus profonde, une inclinaison sincère du corps en avant, une pause qui ne cherche pas à prendre la parole, mais qui accompagne. Les épaules de l'autre se détendent, les muscles du visage s'adoucissent, le regard retrouve un peu de vie. Ce qui est sensoriel ici n'est pas seulement le son des mots, mais l'énergie qu'il laisse dans l'air, l'absence de jugement, l'acceptation nue de ce qui se passe. Cela semble difficile, dites-vous, et ce n'est pas une formule vide. C'est la reconnaissance d'un fardeau réel. C'est le signe que vous n'êtes pas là pour rivaliser ni pour minimiser. Valider une émotion, c'est comme laisser l'autre se défaire d'une armure sans craindre d'être poignardé par votre opinion ou votre diagnostic. Il y a une valeur brutale à résister à la tentation de réparer ce qui ne vous appartient pas. La plupart ne supportent pas l'inconfort de la douleur d'autrui, mais ceux qui apprennent à être là, simplement présents, deviennent un refuge rare. Ne vous trompez pas. Donner son avis, conseiller, corriger, c'est presque toujours une façon d'échapper à la vulnérabilité partagée. Cela sert plus à votre inconfort qu'au bien-être de l'autre. Le muscle à entraîner ici est celui de la contenance. Supporter le silence, soutenir le regard, laisser l'émotion faire son parcours complet sans l'interrompre. Il n'y a pas de raccourci ni de phrase magique qui remplace l'acte radical d'être, d'écouter et de valider. La véritable empathie ne crie pas, elle accompagne simplement. Vous pouvez voir comment l'autre se détend parce que, enfin, il n'a pas à défendre ni justifier ce qu'il ressent. Et ce soulagement se remarque dans les détails. La respiration qui devient audible, le geste qui abandonne la rigidité, la confession qui sort sans peur d'être corrigée. Être capable de valider les émotions sans juger ni conseiller est l'une des compétences les moins valorisées et les plus puissantes dans n'importe quelle conversation. Il y a une profondeur qui se construit seulement lorsque l'autre perçoit que vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit, ni pour résoudre sa vie, mais pour lui offrir un espace où la douleur ou la confusion peuvent exister sans être corrigées. Cela vous rend mémorable, car très peu le font. La véritable force réside dans le soutien, pas dans le sauvetage. À la fin, les conseils sont superflus, les jugements font mal, mais la validation laisse une empreinte qui ne s'oublie pas, la sensation d'avoir été vu et accepté tel que vous êtes, sans exigence ni condition. Cela, même si cela fait mal, est ce qui guérit le plus. 5. Utilisez le silence comme un signe de confiance. Le silence n'est pas un vide, c'est une déclaration de pouvoir. Si vous croyez encore que rester silencieux vous rend invisible, vous êtes toujours piégé dans la mentalité de l'apprenti peu sûr de lui, celui qui a besoin de remplir chaque seconde de bruit pour ne pas faire face à sa propre anxiété. La réalité est brutale. Celui qui ne supporte pas le silence craint ce qu'il pourrait entendre en lui-même.
Il y a une lâcheté déguisée en sympathie chez ceux qui ne se taisent jamais, chez ceux qui interrompent, complètent des phrases, ponctuent chaque pause d'une opinion inutile. Cette urgence à combler l'espace est la marque de ceux qui ne font confiance ni à leur propre valeur, ni à la solidité de leur présence. Et le pire, c'est que tout le monde le remarque, même si personne ne vous le dit en face. Celui qui ne tolère pas le silence transmet de la faiblesse, transmet de la peur. Celui qui peut rester silencieux, en revanche, dit sans mots « Je n'ai besoin de convaincre personne ». Cessez de vous justifier en pensant que le silence met les autres mal à l'aise. C'est le récit facile pour ne pas confronter votre propre manque de sécurité. Le silence bien utilisé est un filtre. Il sépare ceux qui recherchent une connexion réelle de ceux qui veulent juste se distraire. Lorsque vous êtes capable de laisser une pause se maintenir, sans courir pour la remplir de phrases vides, vous montrez à l'autre qu'il n'y a pas d'urgence ici, que vous pouvez supporter l'inconfort, que vous avez le tempérament de celui qui n'a pas besoin d'artifice. C'est là, juste dans cet espace, que le respect émerge. L'attraction se construit dans la tension que vous êtes capable de maintenir. Si vous la brisez immédiatement, vous vous rabaissez à la catégorie de ceux qui mendient de l'attention. Le silence inconfortable est le gymnase de la confiance. Si vous l'évitez, vous restez faible. Si vous l'entraînez, vous devenez inébranlable. Ne vous trompez pas. La plupart des gens parlent pour masquer leurs insécurités, mais l'influence authentique ne se crie pas. Elle s'impose dans le poids de votre présence et dans votre capacité à supporter le vide sans perdre votre calme. Être à l'aise dans le silence est le véritable test de l'estime de soi. Si chaque pause vous désespère, si votre esprit cherche désespérément la prochaine phrase qui vous sauvera de l'immobilité, c'est parce que vous avez encore une dette envers vous-même. Je vous le répète, celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de conquérir, il est déjà en contrôle. Laissez l'autre ressentir votre pause. Laissez le sens de vos mots reposer. Que ce que vous avez dit ait de l'espace pour s'installer. La superficialité a besoin de vitesse. La profondeur nécessite une pause. Si vous voulez que vos mots aient du poids, ne les entassez pas. Laissez le silence faire son travail. C'est à ce point que beaucoup échouent. Ils confondent dynamisme et valeur, pensent que la qualité de la conversation se mesure à la quantité de phrases par minute. Erreur de novice. Celui qui comprend le pouvoir du silence sait qu'en gardant une pause après une question importante, il permet à l'autre de réfléchir, de baisser sa garde, de révéler quelque chose de sincère. Celui qui ne supporte pas ce moment critique perd tout. Il n'accède jamais à la vérité, n'atteint jamais la profondeur, n'est jamais rappelé pour autre chose que pour son anxiété. Votre silence peut être plus percutant que n'importe quel argument. Si votre objectif est d'être respecté, cessez de rivaliser pour le tour de parole et apprenez à soutenir le vide avec calme. Les leaders, les références, ceux qui font la différence n'ont pas peur du silence car ils savent que c'est là que se révèle ce qui compte vraiment. Si vous vous entraînez à l'utiliser à votre avantage, vous cesserez d'être un de plus et commencerez à être la personne que tout le monde écoute, même lorsque vous ne parlez pas. 6. Exprimez votre appréciation de manière directe et honnête. La plupart des gens ne savent pas exprimer leur appréciation, non pas parce qu'ils ne la ressentent pas, mais parce qu'ils sont freinés par la honte, la peur de l'exposition ou l'habitude de tout prendre pour acquis. Il y a une sorte de blocage interne, une tension dans la poitrine qui vous empêche de dire ce qui est le plus simple et humain. Je t'apprécie. J'apprécie ce que tu fais. Je suis heureux que tu sois là. Ce que vous ne reconnaissez pas se fane. Si vous avez du mal à exprimer votre appréciation de manière directe et honnête, c'est parce que vous croyez depuis des années que le montrer vous enlève du pouvoir, que cela vous met dans une position vulnérable. Le mécanisme mental est clair. Vous pensez que si vous verbalisez ce que vous ressentez, vous perdez le contrôle, comme si l'autre personne pouvait utiliser cette reconnaissance contre vous, ou comme si vous vous abaissiez en le faisant. Mais la vérité est autre. Celui qui ne sait pas apprécier se condamne à la solitude émotionnelle, à la déconnexion constante, peu importe combien il est entouré.
Être clair et direct lorsqu'il s'agit d'exprimer son appréciation est un entraînement brutal pour l'ego. Cela vous oblige à enlever votre armure, à permettre à l'autre de voir quelque chose de sincère en vous, même si cela vous rend mal à l'aise ou exposé. La peur de paraître faible, de penser que l'on cherche quelque chose en retour, ou de ne pas recevoir la même réponse, est une dette émotionnelle que vous accumulez jusqu'à ce qu'il vous soit impossible de vraiment connecter. L'appréciation non exprimée est un poids mort. Vous la gardez pour vous, vous l'avalez, et finalement, elle vous intoxique de l'intérieur. Il ne sert à rien d'admirer en silence. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas pour l'autre. Si vous laissez passer l'occasion de dire quelque chose qui peut changer la journée, la semaine ou même la vie de quelqu'un, vous ne faites que vous priver de la possibilité d'être rappelé pour ce qui compte. Il y a une différence énorme entre louer pour manipuler et exprimer son appréciation sans agenda. Le premier est un calcul, le second est une présence réelle. La plupart des gens ne savent dire de belles choses que lorsqu'ils cherchent à plaire ou lorsqu'ils attendent quelque chose en retour. C'est le filtre de l'opportunisme, le vieux mécanisme de la validation forcée. Mais un « merci d'être là », un « je suis content de te voir », un « j'apprécie ta façon de penser », dit de front, sans fioriture ni stratégie, est une rareté qui désarme même le plus sceptique. L'authenticité ne peut pas être feinte. Le corps, la voix, le regard le trahissent. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un reçoit une appréciation sincère, il la ressent au fond de sa poitrine. Ce n'est pas une phrase de plus, c'est un signe qu'il a été vu et accepté. Rien ne pèse plus qu'une reconnaissance honnête. Ce qui est superficiel s'oublie en un jour. Ce qui est authentique laisse une marque. Exprimer son appréciation est au fond une bataille contre l'indifférence. C'est décider que l'autre mérite d'être reconnu, non pas pour ce qu'il fait pour vous, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte à l'espace partagé. Si vous vous entraînez à dire ce que vous admirez, ce que vous appréciez, même si votre voix tremble, ou si le silence après vous met mal à l'aise, vous vous transformez en quelqu'un de différent. Vous cessez d'être un de plus, vous devenez un référent émotionnel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un véritable leadership. Parce que la plupart n'osent pas, la plupart se cachent derrière l'ironie, le sarcasme, la distance protocolaire. Mais celui qui apprend à regarder l'autre et à dire « tu comptes pour moi » ou « ce que tu fais a de la valeur » brise la barrière invisible qui sépare le commun de l'inoubliable. L'appréciation directe est la signature de ceux qui laissent une empreinte. Si vous avez encore du mal, c'est parce que l'habitude de vous protéger pèse plus que le désir de vous connecter. Mais je vous assure, le jour où vous déciderez de parler avec honnêteté, vous sentirez comment le poids de l'auto-exigence disparaît et un espace propre s'ouvre, où l'influence ne dépend plus de la performance, mais de la vérité. C'est ce qui fait vraiment que l'on vous écoute et que l'on se souvient de vous. 7. Posez des limites claires avec calme et fermeté. Vous franchissez la porte d'un bureau, et à peine avez-vous salué que l'on vous demande un petit service qui, vous le savez, va vous voler toute l'après-midi. Ou vous êtes chez vous, assis, et arrive ce message de quelqu'un qui apparaît toujours quand il a besoin de quelque chose, jamais pour demander comment vous allez. Vous ressentez la tension. Une partie de vous veut dire non, que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas de place pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais l'autre partie, celle qui craint de déplaire ou de perdre sa bonne image, commence à négocier des excuses, à s'étirer au-delà de sa propre limite. C'est ce mécanisme silencieux qui vous épuise. Vous cédez parce que vous avez du mal à supporter le malaise de décevoir, parce que vous confondez gentillesse avec soumission, parce qu'une voix dans votre tête vous menace de rejet si vous osez vous prioriser. Au final, c'est vous qui payez la note. Moins de temps, moins d'énergie, moins de respect de la part des autres et, surtout, moins de respect pour vous-même. Depuis la psychologie profonde et le stoïcisme, poser des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais de conservation consciente de soi. Le problème est que la plupart des gens associent la fermeté au conflit et le calme à la faiblesse.
Ils vivent donc piégés dans une fausse dichotomie. Soit vous êtes celui qui dit toujours oui et s'efface, soit vous explosez après avoir cédé trop. Aucun de ces extrêmes ne vous rapproche d'une réelle influence. La limite n'est pas un mur d'hostilité ni une porte tournante. C'est une ligne interne qui clarifie jusqu'où va votre responsabilité et à partir de quand commence celle de l'autre. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être cohérent. Si vous ne posez pas ce cadre, vous devenez la ressource facile, l'option à laquelle tout le monde se tourne parce qu'ils savent que vous ne savez pas dire non. Et cela, loin de vous générer de l'admiration, vous enlève de la valeur sociale et personnelle. Celui qui ne se respecte pas finit par être invisible. La peur de poser des limites a des racines profondes, l'anxiété du rejet, la croyance que votre valeur dépend de l'utilité que vous représentez pour les autres, l'habitude d'éviter le conflit à tout prix par peur de l'inconfort. Mais chaque fois que vous acceptez plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, vous renforcez l'idée que votre temps, votre attention et votre énergie n'ont pas d'importance. C'est un investissement émotionnel négatif. Plus vous cédez, plus il vous est difficile de reprendre le contrôle. Le respect, pour le stoïque, se cultive d'abord à l'intérieur. Apprendre à dire « je ne peux pas vous aider avec ça » ou « aujourd'hui je n'ai pas de place pour ça » est bien plus qu'une phrase. C'est le reflet d'une structure interne qui ne se vend pas pour approbation ni ne se désarme sous la pression sociale. Le calme, dans ce contexte, ne signifie pas résignation ni passivité, mais la solidité de celui qui sait ce qu'il est prêt à tolérer. Poser des limites avec fermeté implique de tolérer le malaise momentané de la désapprobation. Vous allez sentir dans votre poitrine la tentation de vous justifier, de demander pardon d'exister, d'adoucir tellement votre message qu'il finisse par être inefficace. Mais la vérité est que plus vous êtes clair et direct, moins il y a de place pour le ressentiment ou la manipulation. L'autre apprend immédiatement comment interagir avec vous, et vous, pour la première fois, ressentez une sensation de légèreté. La limite est le signe que votre vie vous appartient. N'ayez pas peur de l'inconfort initial, c'est le prix d'une tranquillité durable. Si vous n'entraînez jamais ce muscle, vous vous habituez à vous perdre dans chaque interaction jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus rien à offrir. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est l'expression de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. La fermeté n'est pas une agression, c'est la force que l'on ressent dans la cohérence de vos actes. Si vous voulez être quelqu'un que les autres respectent et recherchent vraiment, commencez par apprendre à dire « jusqu'ici ». Ce n'est qu'ainsi que vous cessez d'être une ressource et devenez un référent. 8. Éliminez le superflu dans la communication. Je vais être brutalement honnête. La moitié du temps où je parle, je me rends compte que je remplis des espaces avec des mots qui n'apportent rien. Je sens la tension dans ma mâchoire, l'air traversant ma gorge plus vite que d'habitude, mes mains agitées cherchant un soutien dans un geste ou sur le bord du verre. Je m'écoute. Et au fond, je sais que je pourrais dire la même chose en moitié moins de temps, avec moitié moins de phrases. Mais il y a une force invisible qui pousse, la peur de ne pas être à la hauteur, la croyance que si je laisse quelque chose de côté, on va penser que je n'ai pas le contrôle, que je ne suis pas intéressant, que je ne maîtrise pas la situation. Et c'est là que le langage se remplit d'ornements, de détours, d'explications que personne n'a demandées, de justifications qui ne cherchent qu'à protéger l'image. Cette anxiété est un fardeau. Elle pèse sur le geste, sur le regard, sur le ton. Elle se remarque dans les pauses forcées, dans l'excès de détails non pertinents, dans le corps qui se penche en avant comme s'il essayait de compenser quelque chose qui manque. Le résultat est toujours le même. Le message se dilue, la présence s'affaiblit et l'attention de l'autre se détourne. L'excès de mots te rend invisible. Observe n'importe quelle conversation quotidienne et tu remarqueras le défilé de phrases vides. Eh bien, en fait, peut-être que je ne m'explique pas bien, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce sont des béquilles, des tentatives d'adoucir ou d'allonger ce qui devrait être direct.
Le corps le trahit, un sourire nerveux qui apparaît trop tôt, les yeux cherchant l'approbation après chaque phrase, les doigts jouant avec la montre ou le téléphone. L'air se remplit de remplissage, comme si tu craignais que l'autre perçoive le vide sous-jacent. Mais la vérité est que la clarté n'a pas besoin de défense. Les mots en trop sont un poids mort. Tu peux sentir comment l'énergie de la conversation change lorsque quelqu'un s'exprime sans ornement, lorsque chaque phrase a un but et que le silence n'est pas une menace, mais un signe de confiance. L'autre le perçoit dans la respiration plus lente, dans l'attention qui se maintient, dans l'absence d'anxiété à justifier chaque idée. Éliminer le superflu dans la communication n'est pas seulement une question de style, c'est une déclaration de principe. C'est décider que tu ne vas pas mendier l'approbation, que tu n'as pas besoin de te protéger derrière des rideaux de fumée verbaux. C'est une taille consciente. Chaque mot inutile que tu enlèves est un espace qui s'ouvre pour le véritable sens. Et ce travail se remarque dans les gestes. Celui qui parle avec justesse garde le dos droit, les épaules détendues, le regard fixe et serein. Il ne s'excuse pas d'exister, il ne rabaisse pas le contenu pour le rendre digeste. L'autorité se ressent dans l'économie du langage. Si tu t'habitues à ne garder que l'essentiel, les gens écoutent différemment. Ils n'attendent pas que tu termines pour parler, mais prêtent attention à chaque mot parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de remplissage. L'entraînement pratique est inconfortable au début. Tu découvres combien de fois tu répètes des idées, combien d'explications tu pourrais économiser, combien de silences tu crains et que tu remplis de phrases pour te sentir en sécurité. Cela fait mal de l'admettre. Mais cet inconfort est le prix de la présence authentique. Chaque fois que tu choisis de dire seulement ce qui est nécessaire, tu entraînes un muscle que peu de gens ont, la capacité de faire confiance à ce que ta valeur ne dépend pas du volume, mais de la clarté. Les stoïciens le savaient, le superflu affaiblit le caractère, le mot juste le renforce. Il n'y a pas de charisme dans l'excès, seulement une fatigue mutuelle. Si tu veux laisser une empreinte, apprends à tailler ton discours jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Le silence après une phrase claire pèse plus que n'importe quel monologue orné. C'est ce qui fait que l'on t'écoute, même quand tu ne parles plus. Ce n'est pas un hasard si la première voix que tu entends chaque matin est la tienne. À cet instant, juste avant que le monde ne t'entraîne avec ses exigences et ses urgences, ton esprit est ouvert, vulnérable et prêt à absorber tout ce que tu lui donnes. Ce que tu choisis de te dire dans ces premières minutes n'est pas seulement un rituel sympathique d'auto-assistance, c'est un acte de défense psychologique, d'entraînement mental et de discipline émotionnelle. Si tu commences la journée en répétant des idées de défaite, d'insuffisance ou d'anxiété, ce sera la base sur laquelle se construiront le reste de tes décisions. Personne d'autre ne fera ce travail intérieur pour toi. Personne ne te sauvera de tes propres pensées. La réalité est claire. Ce que tu te dis le matin peut être le poids qui te tire vers le bas ou l'élan qui te soulève. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit comme on entraîne un muscle, avec intention, avec rigueur, sans concession à la paresse mentale. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Cette phrase n'est pas seulement une sagesse des livres anciens, c'est un mécanisme de survie mentale. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 affirmations, dures et directes, qui peuvent changer la façon dont tu filtres la vie. Nous ne sommes pas ici pour adoucir la réalité, ni pour nier le choc des difficultés, mais pour apprendre à répondre avec force, avec présence et sans auto-illusion. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta première pensée. C'est là que commence la véritable transformation. 1. Choisis ta première pensée du jour. La plupart des gens commencent la journée en mode automatique, laissant leur esprit être dicté par la première pensée qui apparaît, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est la dure vérité. Chaque matin, tu te lèves et tu laisses ta première pensée être dictée par la fatigue, par une préoccupation, par une dette émotionnelle que tu ne reconnais même pas. Ainsi, tu as déjà perdu le premier round de la journée avant même de te laver le visage.
C'est le mécanisme qui te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même. Car si tu ne choisis pas ta première pensée, d'autres le feront pour toi. Tes peurs, tes vieilles habitudes, tes insécurités, l'opinion de quelqu'un qui ne te respecte même pas. Ce n'est pas un détail mineur, c'est là que commence la fracture de ton caractère ou sa reconstruction. Et si tu décides de continuer avec l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je me suis réveillé toute ma vie », alors assume que ta vie restera la même, car il n'y a pas de changement réel sans inconfort initial. Arrête d'attendre que la motivation apparaisse toute seule. Personne ne se réveille motivé tous les jours, mais tu peux te réveiller avec détermination. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire et à admirer, c'est un entraînement mental et émotionnel qui commence à cet instant silencieux avant toute distraction externe. Choisir ta première pensée du jour n'est pas une tâche mineure, c'est le premier acte de souveraineté sur ton propre esprit. Marc Aurèle le savait, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Si tu ouvres les yeux et que la première chose que tu te dis est « encore la même chose, je ne vais pas y arriver, quelle fatigue », alors ce filtre déforme tout ce qui suit. C'est comme si tu programmais ton système d'exploitation pour l'échec avant même d'essayer. Vas-tu vraiment continuer à donner ce pouvoir à l'inertie mentale? La personne qui prend les rênes est celle qui se regarde en face et décide « aujourd'hui, je vais semer une idée différente », non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Chaque jour est un investissement ou une dette, et le solde, c'est toi qui le paies. La neuroscience le confirme, répéter des schémas négatifs renforce les voies neuronales de l'anxiété et de la résignation. Mais si tu choisis consciemment ta première pensée, même si cela te coûte au début, tu commences à tailler un nouveau chemin. Je ne parle pas de magie, je parle de travail réel. Personne ne va te sauver de tes propres automatismes. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort initial, alors accepte que le reste de la journée sera une répétition de ce que tu connais déjà. Choisis une affirmation qui te défie et te sorte de la léthargie. Aujourd'hui, je choisis ma réponse. N'attends pas de te sentir prêt, car c'est un autre piège mental. Rends-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude. C'est la porte d'entrée vers toute transformation réelle. Si tu ne prends pas le contrôle de ta première pensée, ton esprit continuera d'être un territoire occupé, et ce que tu ne gouvernes pas te gouverne. 2. Ta réponse définit ton cap quotidien. Tu te réveilles et à peine ouvres-tu les yeux, tu as déjà un petit dilemme entre les mains. Le réveil sonne, la chambre est encore dans l'obscurité et pendant un instant, il n'y a que toi et l'envie de remettre à plus tard le début de la journée. Le corps cherche le confort, l'esprit veut négocier 5 minutes de plus et c'est là que se présente le premier véritable carrefour. Ce n'est pas un détail insignifiant. C'est le premier moment où la réponse que tu choisis définit la direction de ce qui suit. Te lèves-tu avec détermination ou cèdes-tu au pilote automatique? Ce choix, si quotidien qu'il semble trivial, est en réalité ta première déclaration d'intention au monde et surtout à toi-même. Personne d'autre n'entend ce dialogue, mais c'est là que commence à se façonner le caractère ou à se perpétuer l'inertie habituelle. Ce que nous ne reconnaissons souvent pas, c'est que nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous pensons, mais nous le sommes de la façon dont nous répondons à ces pensées. L'habitude est de se plaindre mentalement, d'anticiper le pire, ou de se laisser entraîner par la sensation que la journée a déjà commencé en pente. C'est un vieux réflexe, une habitude que tu as apprise et répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Mais chaque matin, ce mécanisme peut être interrompu si tu choisis de répondre différemment, même si au début, cela te semble inconfortable et même forcé. Répondre n'est pas la même chose que réagir. La réaction est automatique, la réponse est choisie. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de feindre l'enthousiasme, ni de nier la difficulté, mais de se rappeler que ta première décision authentique de la journée est interne, silencieuse, mais à un poids énorme.
Lorsque tu reconnais que tu as ce pouvoir, même s'il ne s'agit que d'une petite réponse initiale, quelque chose bouge en toi. Nous ne parlons pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de choisir ton attitude face à ce que tu dois vivre aujourd'hui. Ce que tu répètes devient ton reflet. Si chaque matin tu te permets d'affirmer, même avec une voix tremblante, « Je choisis ma réponse », tu commences à affaiblir les chaînes de l'habitude et à renforcer la musculature mentale qui te permet de résister à la pression de la vie quotidienne. Répondre de manière consciente est un acte de responsabilité envers toi-même, c'est te dire « Je ne suis pas l'otage de mes impulsions, ni de mes pensées automatiques ». Dans cet espace bref, entre stimulus et réponse, se joue bien plus que l'humeur du jour, se joue ta liberté. Accepter que ta réponse définit ton cap, c'est abandonner le confort de la victime et assumer l'inconfort de l'autonomie. La vie va toujours apporter des défis, du découragement, des nouvelles inattendues, voire des déceptions. Mais la réponse que tu choisis face à chacun de ces moments est ce qui, au final, additionne ou soustrait à ton intégrité personnelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, ni de te tromper avec un optimisme superficiel. C'est un travail réel, et c'est aussi un engagement quotidien. Ta réponse t'appartient, et personne ne peut te ravir cet acte de souveraineté intérieure. Celui qui apprend à répondre, apprend à diriger sa journée. La réponse est le gouvernail de ta vie. Ne laisse pas l'automatique décider pour toi. 3. Trouver l'opportunité dans l'inconfort. Je vais te confesser quelque chose qui ne sonne sûrement pas bien à admettre en public. Souvent, face à l'inconfort, la première chose que je fais est de chercher comment m'échapper. Peu importe s'il s'agit d'une conversation difficile, d'une erreur exposée ou de la sensation physique de fatigue. La réaction initiale est d'essayer de l'esquiver, de chercher une distraction, d'inventer une justification pour retarder la rencontre avec cet inconfort. Mais si l'on prend le temps d'analyser, cet élan de fuite a un prix. Chaque fois que je choisis d'éviter l'inconfort, je renforce un mécanisme mental qui donne plus de pouvoir à l'inconfort lors de la prochaine occasion. C'est comme si, au lieu de résoudre une dette interne, tu la refinançais chaque jour et que les intérêts devenaient de plus en plus élevés. Le résultat, ta tolérance à la frustration s'affaiblit. Ta capacité à t'adapter se réduit et, sans t'en rendre compte, tu deviens otage de n'importe quelle circonstance défavorable. Ce n'est pas une question de pure volonté, c'est un schéma qui se consolide au niveau neuronal. Un chemin rapide que ton cerveau préfère parce qu'il économise de l'énergie, mais à long terme, cela te rend plus faible face à n'importe quel défi. Si nous le décomposons, l'inconfort est un signal, pas une punition. C'est la notification interne que tu sors d'un mode automatique, que quelque chose est sur le point de bouger ou de se briser dans tes vieilles habitudes. Si tu ne le vois que comme un obstacle, tu perds le message qu'il apporte. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort et choisis de ne pas fuir, tu entraînes une partie de toi que tu n'utilises presque jamais. La croissance n'est pas un cadeau. C'est le résultat de t'exposer délibérément à l'inconfort et de rester là suffisamment longtemps pour que ton esprit et tes émotions s'adaptent. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans douleur, ni dégagé de difficultés. Ce qu'il offre, c'est une manière de réinterpréter ce malaise. Marc Aurèle n'a pas écrit depuis le confort, mais depuis la pression quotidienne de gouverner un empire et de faire face à l'incertitude constante. La phrase « c'est ici que se trouve la croissance » n'est pas une fantaisie motivationnelle, c'est une stratégie. Si tu associes ton moment de plus grand inconfort à l'opportunité de te renforcer, tu transformes le sens même de l'expérience. Ce que tu évites par peur finit par grandir en silence. Ce que tu affrontes avec courage devient une ressource. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu choisis de rester et de répondre de manière consciente face à l'inconfort, ton cerveau crée de nouvelles connexions qui rendent plus facile la répétition de ce comportement à l'avenir. Mais maintenir cet engagement nécessite de se rappeler chaque matin que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le terrain où tu sèmes des capacités.
La plupart des gens veulent s'améliorer, mais presque personne ne veut être inconfortable. Accepte cela. La croissance se paie en inconfort. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, ne te trompe pas en espérant des résultats différents. Le muscle de la résilience s'entraîne sur un sol difficile. C'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui ne désirent que. Chaque fois que tu choisis de rester un peu plus dans cette zone où ce n'est plus toi qui commande, mais l'inconfort, tu envoies à ton esprit le message le plus puissant. C'est ici que je me renforce. C'est ici que je grandis. 4. Prends en compte ce qui se passe ici et maintenant. Il y a des moments où l'esprit ressemble à une salle d'attente mal éclairée, des horloges qui avancent sans hâte, des murmures de souvenirs qui entrent et sortent par la porte entrebâillée, des yeux qui cherchent à se distraire de tout, sauf de ce qui se passe à cet instant précis. Le présent ne crie jamais, il chuchote à peine, et il a tendance à rester en arrière-plan pendant que l'attention se tourne vers les tâches que tu n'as pas accomplies hier ou vers les craintes de ce qui pourrait se passer demain. Mais le seul endroit où tu peux déplacer une seule pièce de ta vie est ici, sur ce plateau qui se déploie sous tes pieds en ce moment même. La plupart des gens vivent la journée comme s'ils n'étaient que des spectateurs de leur propre passage. Ils regardent leur téléphone pendant que le café refroidit, passent en revue mentalement la discussion de la nuit précédente en se brossant les dents, ressentent le pouls accéléré par des tâches futures pendant que le présent se dissout, invisible. Arrête-toi une seconde. Observe tes mains. Sens le poids de ta respiration dans ta poitrine. Le corps est ici, mais l'esprit s'échappe encore et encore. Prendre le contrôle du moment nécessite une décision inconfortable. Cesser de chercher refuge dans le passé ou le futur et prêter attention, avec toute l'attention possible, à ce qui se passe à cette seconde précise. Ce n'est pas un acte grandiloquent, c'est un geste petit, presque imperceptible, mais radical. Le stoïcisme le traduit par une affirmation simple et brutale. Aujourd'hui est ce qui compte le plus. Non pas parce que le passé est sans importance ou que l'avenir n'a pas de valeur, mais parce que c'est seulement dans ce fragment de temps que tu peux intervenir dans quelque chose de réel. Marc Aurèle écrivait ses méditations au milieu du bruit de l'Empire, s'accrochant à la discipline de ramener son esprit au maintenant, encore et encore, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui résiste. Rien ne change si ton esprit continue de fuir vers le prochain problème, ou s'il reste bloqué dans l'inventaire des vieux échecs. L'habitude de revenir au présent est l'une des formes les plus puissantes d'émancipation mentale. La présence est pouvoir, et celui qui la conquiert, même pour quelques secondes, commence à gouverner sa journée. Dans le quotidien, cela signifie remarquer la pression de tes pieds sur le sol en te levant, écouter le son de l'eau en te lavant le visage, sentir le tremblement initial de tes pensées sans les juger ni essayer de les modifier immédiatement. C'est ici que s'exerce l'art d'attendre. Ne te disperse pas avec des excuses ni avec le vertige de ce qui reste à faire. Si tu t'entraînes à revenir au moment, encore et encore, tu crées l'espace mental où les affirmations prennent réellement racine. Tu ne peux pas semer une nouvelle idée dans un terrain que ton esprit abandonne toutes les 5 secondes. Seul le présent est un terrain fertile. Le reste n'est qu'un paysage de fond. Si tu ignores cela, ta journée ne sera qu'une somme d'absence. Choisir de prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, c'est résister à l'inertie de la distraction. C'est affirmer « aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est là que je me transforme ». Personne ne peut le faire à ta place. 5. Reconnaissez votre valeur sans conditions externes. Personne ne doit vous valider pour que vous soyez précieux. C'est la vérité inconfortable que presque personne n'ose regarder en face. Si vous passez votre vie à supplier l'approbation des autres, vous cédez votre dignité par petites doses, vous devenez esclave des attentes d'autrui et vous vous condamnez à vivre comme une version diminuée de vous-même. Réalisez-vous le prix que vous payez chaque fois que votre valeur dépend d'un like, d'un regard, d'un commentaire, d'un résultat externe?
Chaque fois que vous attendez le signal que vous êtes enfin suffisant, vous vous enchaînez à un mensonge qui ne fait qu'alimenter votre insécurité. Peu importe combien de réussites vous accumulez, combien d'applaudissements vous obtenez, si votre valeur est négociable selon l'humeur des autres, vous resterez vulnérable à tout mépris, à tout oubli, à toute critique. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement sur vous-même, pas l'applaudissement ni le rejet venant de l'extérieur. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'une personne est déterminée par ce qu'elle se donne à elle-même, pas par ce qu'elle reçoit de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas le courage de vous soutenir lorsque personne ne vous applaudit, alors vous n'avez pas de caractère, juste un masque qui s'adapte à ce qui est opportun. Ne vous trompez pas, la validation externe est addictive et semblera toujours plus facile que de construire votre propre estime de soi à partir de zéro. Mais ce chemin vous vide, vous laisse à la merci de tout vent contraire. L'affirmation « je suis suffisant » n'est pas une phrase de développement personnel à répéter comme un perroquet. C'est un acte de rébellion contre la culture de la comparaison, l'exigence impossible et le piège de se sentir inférieur pour ne pas correspondre à des normes extérieures. Vous êtes suffisant, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la dignité repose sur vos actions, sur vos valeurs, sur la capacité de regarder votre propre reflet et de reconnaître ce que vous valez même lorsque personne ne le voit. Si chaque matin vous permettez qu'une variable externe définisse votre estime de soi, vous vous condamnez à vivre dans un va-et-vient constant d'anxiété et de dépendance. Débarrassez-vous de ce fardeau. Cessez d'hypothéquer votre paix pour l'approbation de ceux qui ne connaissent pas vos combats. La neuroscience ne ment pas. Répéter l'idée que vous avez besoin de validation pour vous sentir précieux renforce les réseaux neuronaux de dépendance et de peur du rejet. Si aujourd'hui vous osez vous affirmer, même si la voix intérieure tremble, vous commencez à réécrire ce circuit. N'attendez pas que le monde vous reconnaisse. Reconnaissez d'abord votre propre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. La véritable estime de soi se construit dans le silence, dans les moments où personne ne regarde et où vous choisissez de ne pas céder à l'auto-attaque, au mépris ou à l'auto-apitoiement. Assez d'excuses. Votre valeur n'est pas négociable. Cessez de mendier reconnaissance. C'est une dette que vous n'avez pas besoin de porter. Si vous voulez vivre avec dignité, commencez par vous respecter avant quiconque. Le reste est accessoire. 6. Laisse aller ce que tu ne peux pas influencer. La vérité est celle-ci. La plupart des choses qui te volent la paix chaque jour sont hors de ta portée. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesseras de te fatiguer dans des guerres mentales impossibles à gagner. Il y a une partie de ton esprit qui insiste à croire que si tu t'inquiètes suffisamment, si tu y penses encore une fois, si tu analyses jusqu'à l'épuisement, tu pourras tordre la réalité à ta guise. Ce mécanisme est traître, il te convainc que t'inquiéter est la même chose que t'occuper, que penser sans relâche équivaut à résoudre, alors qu'en réalité, cela te confine dans une cage invisible d'impuissance et de frustration. Le besoin de contrôle est un piège subtil, construit sur la peur, peur de l'incertitude, peur du rejet, peur de perdre ce peu que tu crois avoir sécurisé. Et plus tu essaies de serrer le poing sur ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, l'avenir incertain, les résultats d'autrui, plus la sérénité s'échappe entre tes doigts. Le prix est élevé, anxiété constante, énergie perdue, une fatigue qui ne s'en va pas même avec des heures de sommeil. L'esprit se remplit de scénarios qui ne se produisent jamais, de dialogues imaginaires, de solutions pour des problèmes qui n'existent même pas encore. C'est ainsi que tu te détournes de ce que tu peux réellement influencer et que tu finis par hypothéquer ta tranquillité pour un contrôle qui n'a jamais été le tien. Ce n'est pas facile de lâcher prise, je le sais. Même maintenant, en le disant, je ressens l'impulsion de résister, d'argumenter que cette fois, je peux vraiment le changer, de croire que si je pense un peu plus, tout va s'imbriquer. Mais chaque fois que je m'accroche, je n'arrive qu'à augmenter le poids sur mes épaules.
Reconnaître les limites n'est pas de la résignation, c'est un acte de brutale honnêteté envers soi-même. Il y a des choses qui t'affectent, mais qui ne t'appartiennent pas. Il y a des batailles qui ne te concernent pas. L'art est de distinguer la limite. Jusqu'ici va ma responsabilité, à partir d'ici, je lâche ce que je ne contrôle pas. Les enseignements stoïciens martèlent cette idée encore et encore. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes actions, ton jugement. Le reste, même si cela fait mal, il faut le laisser aller. Insister pour contrôler l'incontrôlable est une dette émotionnelle qui se paie en tranches d'anxiété. L'affirmation « je lâche le contrôle » n'est pas une reddition, c'est la plus haute expression de la sagesse pratique. C'est le rappel que ton énergie est finie et mérite d'être investie uniquement là où elle fait la différence. Lorsque tu parviens à lâcher prise, même d'un millimètre, tu récupères de l'espace mental pour mieux répondre à ce qui compte vraiment. Lâcher prise ne signifie pas ignorer. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et choisir où tu as le pouvoir d'agir. C'est le fondement de la paix intérieure. Laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Tant que tu ne l'intériorises pas, tu resteras otage de chaque variable extérieure. Souviens-toi de cela. Ta liberté commence là où s'arrête l'obsession de contrôler. 7. Répète pour transformer ton esprit. Tu vas aux toilettes et tu te regardes dans le miroir pendant que l'eau coule dans le lavabo. À peine quelques minutes se sont écoulées depuis que tu as ouvert les yeux et tu peux déjà sentir la pression silencieuse des pensées automatiques. Les tâches accumulées, la fatigue qui ne s'est pas dissipée, le doute sur ta capacité à être à la hauteur aujourd'hui. C'est le scénario le plus courant, pas besoin de l'embellir. Nous, tous, à des degrés divers, évoluons dans ce circuit répétitif d'idées qui se réactivent chaque matin avant que nous prenions une décision consciente. C'est ici que commence le véritable travail mental, car ce que tu dis ou ce que tu gardes pour toi à cet instant devient la graine de ce que tu vas récolter durant la journée. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu répètes. L'esprit apprend par répétition, pas par inspiration momentanée. Si chaque matin tu te répètes la même chose que la veille, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes phrases de frustration, tu renforces un circuit neuronal qui fait que ta réaction automatique est toujours de revenir au point de départ. Et ce point, si tu ne le choisis pas, tu l'hérites de ta version la plus faible. En décomposant la mécanique, ce que tu répètes est ce que ton esprit finit par croire, même si au début tu ne le ressens pas comme authentique. C'est le pouvoir brutal de la répétition. Elle transforme le doute en certitude, la peur en habitude, la résignation en une sorte de refuge mental. Mais il en va de même à l'envers. Lorsque tu choisis de faire de 5 affirmations ton encre quotidienne, tu ne joues pas à l'optimisme naïf, mais tu installes un nouveau système d'exploitation. Les affirmations ne sont pas des sorts ni des placebos. Ce sont des instructions directes au cerveau qui, par pure insistance, commencent à façonner de nouvelles routes. Le processus est inconfortable, car l'esprit va toujours préférer le chemin déjà emprunté, mais la neuroscience est claire. Ce que tu répètes avec intention déplace, peu à peu, ce qui semblait auparavant inévitable. C'est ainsi que fonctionne la reprogrammation mentale. Cela ne dépend pas de te sentir motivé, mais de t'engager dans une pratique quotidienne, même lorsque tout ton corps et ton dialogue intérieur te demandent de revenir en arrière. Les conséquences de ne pas le faire sont évidentes. Tu vis séquestré par des schémas que tu n'as même pas choisis. Tu répètes des réactions qui t'ont déjà coûté cher et tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais si tu décides d'installer un nouveau discours intérieur en choisissant chaque jour des affirmations qui renforcent ton pouvoir, ta présence et ton autonomie, alors le circuit commence à se fracturer. Ce que tu répètes te façonne. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a une stratégie. Décide quelles seront les 5 phrases qui vont occuper cet espace fertile du matin, insiste sur elles même si elles semblent vides au début, et observe comment, avec le temps, tes réponses face à la vie cessent d'être les mêmes.
Le véritable changement ne se produit pas en un seul acte héroïque, mais dans la constance silencieuse de ce que tu choisis de répéter quand personne ne te voit. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Répète pour transformer ton esprit. C'est ce qui différencie celui qui se résigne de celui qui se réinvente. 8. Parle-toi comme un allié. Je vais être brutalement honnête. Pendant longtemps, mon dialogue intérieur ressemblait plus à une tranchée hostile qu'à un espace sûr. Je me réveillais, et avant même de sortir du lit, je recevais déjà des instructions d'une voix intérieure qui ne pardonnait aucune erreur, qui passait en revue chaque défaut avec la précision d'un chirurgien, et qui, si je commettais la moindre faute, en faisait une sentence. Personne ne le remarquait. Mais pendant que je me lavais le visage ou que je m'habillais, cette voix était capable de me charger d'un poids invisible qui déformait tout ce que je voyais à l'extérieur. C'était comme avancer chaque matin avec un sac à dos rempli de pierres que j'avais moi-même mises là, juste par habitude. Et le plus absurde, c'est que je ne réalisais pas que ce traitement implacable n'était pas une sorte de discipline, mais une forme de sabotage silencieux. Cela devient presque un réflexe automatique. Tu te trompes et tu t'appelles maladroit. Tu ressens de la peur et tu te reproches de ne pas être plus fort. Tu as un doute et tu t'accuses d'insécurité. Ainsi, sans t'en rendre compte, chaque phrase intérieure devient une graine de méfiance qui fleurit au cours de la journée. Observer ce mécanisme, avec tous ses détails, est inconfortable. Ce n'est pas facile d'admettre que souvent tu es ton propre ennemi, que le pire juge n'est pas les gens là dehors, mais cette voix qui ne se repose jamais et qui semble prendre plaisir à énumérer tes manques. Il y a de petits gestes qui le trahissent, le froncement de sourcils devant le téléphone après avoir lu un message, la respiration contenue quand tu doutes de faire ce qu'il faut, la mâchoire serrée quand tu te rappelles une ancienne erreur. Ces signaux physiques sont la preuve d'une conversation interne qui, si tu ne la corriges pas, te vole de l'énergie vitale avant même que la journée ait commencé. Et la vérité, c'est que personne ne va arrêter ce cycle pour toi. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ni de promettre que demain tu seras plus gentil avec toi. Il faut un acte délibéré de conscience. Tu dois commencer à te parler comme un allié, pas comme un procureur. Il ne s'agit pas de te mentir, ni d'inventer une version parfaite de toi-même, mais d'entraîner l'habitude de te dire des mots qui ajoutent, pas qui soustraient. Te parler comme un allié signifie reconnaître les erreurs sans condamnation, te pousser à t'améliorer sans mépris, te rappeler tes capacités même si la voix automatique insiste sur le contraire. Tu ne peux pas attendre que la confiance apparaisse si le discours que tu répètes chaque jour est celui du châtiment. La neuroscience montre que chaque fois que tu choisis consciemment des mots de soutien et non d'attaque, ton cerveau reconfigure ses connexions, affaiblit les circuits de l'auto-attaque et renforce ceux de la résilience. Chaque phrase bienveillante et réaliste que tu te dédies est une brique dans la construction de ta force mentale. Regarde-toi dans le miroir et observe tes gestes. Ce que tu te dis là t'aiderait-il à résister à une journée difficile ou te prépare-t-il simplement à trébucher à nouveau? Les mots que tu choisis sont les outils avec lesquels tu élèves ou détruis ton propre moral. Fais de ton dialogue intérieur un refuge où tu peux te reposer, même si le monde extérieur est un terrain hostile. Ce que tu te répètes en privé forge ton caractère en public. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que la vieille voix de la critique apparaîtra, remplace-la par celle d'un allié. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Te parler comme un allié, c'est cesser d'être ton propre obstacle et commencer à être ta plus grande ressource. 9. Ne nie pas la douleur, dirige ta réaction. Il y a des douleurs qui ne se laissent pas ignorer, comme un impôt émotionnel que la vie te prélève chaque fois que tu essaies de faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de souffrance poétique ni de peine décorative. Je parle de ce poids sourd qui t'écrase la poitrine dès que tu fais face à une perte, une trahison ou un échec qui ne s'efface pas avec des phrases toutes faites. Et c'est ici que la plupart échouent avant même d'essayer de lutter.
car le premier réflexe est de dissimuler, d'embellir ou de fuir cette douleur, comme si la cacher derrière un sourire ou se distraire allait l'éliminer. Mais il n'y a pas d'auto-illusion qui dure assez longtemps. Ce que tu nies te ronge de l'intérieur, et ce que tu réprimes finit par gouverner chaque réaction, chaque mot, chaque silence gênant dont tu ne comprends pas d'où il vient. Ne pas reconnaître la douleur ne te rend pas fort, cela te rend aveugle, et l'aveuglement émotionnel est la recette parfaite pour répéter toutes tes erreurs. Enlève le masque de l'indifférence. Personne ne devient plus courageux en faisant semblant que ça ne fait pas mal. Le stoïcisme ne te demande pas d'être une roche insensible, mais d'apprendre à regarder la douleur en face et de cesser de la traîner comme une chaîne invisible toute la journée. La souffrance ne va pas s'évaporer parce que tu dis que ce n'est pas si grave. Tu n'es pas un héros en ingérant ce qui te fait mal, tu es un otage de ce mécanisme chaque fois que tu le caches. Ce qui fait mal, et le nier ne fait que le transformer en un ennemi plus fort, plus rusé, plus capable de te saboter quand tu t'y attends le moins. La douleur que tu ignores te gouverne. C'est la vérité brutale. Si tu continues à fuir, tu te condamnes à répéter le cycle. Tu anesthésies la douleur aujourd'hui et demain elle revient avec plus de force, car la seule chose que tu as entraînée, c'est l'évasion. Maintenant, voici le tournant important. Ressentir la douleur n'est pas la même chose que de se rendre à elle. Le stoïcisme exige de toi quelque chose de bien plus difficile que de nier ou de dramatiser. Il te demande de diriger ta réaction, d'utiliser cette inconfortabilité comme carburant et non comme excuse. Vas-tu vraiment continuer à utiliser la douleur comme prétexte pour justifier tes pires réponses ? Combien de temps vas-tu laisser une déception d'hier diriger ton attitude d'aujourd'hui ? C'est la partie inconfortable que personne ne veut entendre. La douleur est inévitable, mais ta réaction t'appartient et seulement à toi. Tu peux laisser cela te transformer en une version plus amère et réactive, ou tu peux décider ici et maintenant que tu vas répondre avec intégrité, avec sang-froid, avec un minimum de respect pour ta propre capacité de résilience. Ne contrôle pas la douleur, contrôle ta réponse. Cette phrase devrait être gravée à la porte de ton esprit chaque matin. La neuroscience le montre avec la même froideur. Quand tu décides d'affronter la douleur, de la reconnaître, de la nommer, puis de choisir consciemment ta réaction, tu crées de nouvelles voies neuronales qui te préparent à résister au prochain coup, au lieu que chaque blessure soit plus profonde que la précédente. Mais si tu préfères le chemin de la négation, tu renforces seulement le réseau de la peur et de l'évasion. Deviens adulte émotionnellement une bonne fois pour toutes. Accepte la douleur, mais ne te mets pas à genoux devant elle. Utiliser la douleur comme excuse est la sortie facile, mais dirige ta réaction et tu verras comment chaque coup se transforme en leçon, pas en condamnation. Ici, il n'y a pas de place pour les auto-illusions. La douleur n'est pas négociable, ta réaction l'est. 10. Engage-toi chaque matin pour ton changement. Rien ne change si tu ne t'engages pas. C'est la vérité que personne ne veut entendre quand on parle de transformation personnelle. Tu peux lire des phrases, écouter des conseils, imaginer des futurs différents, mais si chaque matin tu ne décides pas une bonne fois pour toutes que tu vas porter le poids de ton propre changement, tout le reste n'est que bruit. L'engagement est inconfortable, car il t'oblige à regarder en face ce que tu as laissé de côté et à reconnaître que ta version d'aujourd'hui est la somme de tes choix les plus confortables. Le véritable conflit ne réside pas dans les obstacles externes, mais dans ce pacte silencieux que tu fais avec l'inertie chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir transformer. Quand le réveil sonne, ton premier réflexe révèle le niveau d'engagement réel que tu as envers ton changement. Si tu choisis l'excuse facile, la journée est déjà hypothéquée. Si tu choisis l'affirmation, même si tu n'y crois guère, tu paies la première échéance d'une dette bien plus grande. T'engager chaque matin n'est pas un acte romantique ni grandiloquent. C'est accepter que le processus sera répétitif, parfois ingrat, presque toujours invisible.
C'est le moment où tu décides de cesser de négocier avec tes anciens mécanismes mentaux et d'affirmer, même à voix basse, « Aujourd'hui, je choisis encore mon chemin ». Ici, il n'y a pas de témoins ni d'applaudissements. L'engagement est un contrat interne que seul toi peux signer et qui se renouvelle en silence, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Il existe un mécanisme psychologique que nous partageons tous, la tentation de l'auto-indulgence. Elle se déguise en autocompassion, en fatigue justifiée, en promesse pour demain. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la croyance que tu peux reculer sans coup. Mais le prix existe, la confiance en soi s'érode et l'esprit apprend que tes mots pèsent peu. Ce que tu ne soutiens pas te soutient contre. C'est la sentence qui marque la différence entre la transformation et la résignation. Le véritable engagement dérange, car il exige une cohérence quotidienne, pas la perfection. Il y aura des jours où tu répéteras les affirmations par pure discipline, sans ressentir de changement. C'est justement là que se forge le caractère. L'esprit cherche des raccourcis, veut des preuves rapides, des résultats immédiats. Mais la neuroscience est claire, les nouveaux circuits se créent à force de répétition, et chaque répétition est un petit acte de foi. Le conflit interne surgit lorsque la vieille voix te demande des preuves et que la nouvelle à peine balbutie. C'est le moment de plus grand pouvoir, car rester est plus douloureux qu'avancer. Les croyances ne se transforment pas par inspiration, mais par un engagement soutenu. N'attends pas de te sentir prêt. L'engagement est de décider sans garantie, de choisir ton changement avant qu'il ne se remarque. La volonté vaut plus que l'émotion. Cette phrase, bien qu'elle fasse mal, est celle qui sépare celui qui se réinvente de celui qui ne le souhaite que. Engage-toi chaque matin, même si c'est entre doutes. Ce contrat avec toi-même est le seul investissement qui ne se dévalue jamais. Si aujourd'hui tu répètes l'affirmation, si aujourd'hui tu tiens ta parole, alors aujourd'hui tu as déjà changé quelque chose. Que personne ne te dise le contraire, l'engagement quotidien est le véritable muscle du changement.